Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique du mois, émission qui vous est proposée par FDV TV en direct de l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit par un spécialiste, un point de droit d'actualité par un spécialiste. Alors ce mois-ci, c'est le droit public qui a retenu notre attention en raison, vous le savez, des récentes élections régionales qui viennent d'avoir lieu. Alors nous profitons de cette occasion pour revenir dans un premier temps sur l'organisation électorale en elle-même de ces élections et puis dans un second temps, nous envisagerons l'actuelle réforme l'actuelle réforme territoriale engagée depuis le 20 octobre 2009 lors du discours du président de la République à Saint-Dizier, en passant précédemment par le comité Balladur, mais également par d'autres rapports, depuis 2004 notamment, qui ont essayé d'optimiser l'organisation du système institutionnel pour en arriver aux 4 projets de loi qui sont actuellement déposés au Sénat depuis le 21 octobre et actuellement en cours d'adoption. Alors je reprends ces différents projets. Vous avez 2 projets relativement courts puisque 2 articles. Un projet de loi organique relatif à l'élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Un projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseillers généraux et des conseillers régionaux. Un projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, 16 articles. Et le plus important en termes d'articles à tout le moins, 40 articles, un projet de loi de réforme des collectivités territoriales. Alors, pour nous entretenir à ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Mercier. Alors, vous êtes directeur des affaires juridiques et de la commande publique de la région Rhône-Alpes et également maître de conférences associé à l'Université Jean Moulin Lyon 3. Alors, Monsieur Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'usage veut que 3 questions vous soient posées. Alors, je vais commencer par la première qui va avoir trait au mode de scrutin des élections régionales. Alors, pourriez-vous nous présenter brièvement, les modalités de ces élections et peut-être les comparer d'ores et déjà avec les futures élections qu'il pourrait y avoir dans 4 ans des conseillers territoriaux? Oui, alors c'est une question assez complexe qui doit contribuer, à mon avis, à écarter un peu les électeurs des urnes. En gros, le scrutin pour l'élection des conseillers régionaux actuels est le suivant. La circonscription est la région, mais la liste régionale, puisque c'est un scrutin de liste, est divisée en autant de sections qu'il y a de départements, donc 8 en Rhône-Alpes. C'est un scrutin mixte, c'est-à-dire que la liste qui gagne, soit au premier tour, soit au second, bénéficie d'une prime majoritaire, c'est la part de scrutin majoritaire, puisqu'elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Et les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les autres listes, y compris celle qui a gagné, pour aboutir à compléter le conseil régional. Alors, la particularité, c'est que sur chaque liste, il doit y avoir un candidat et une candidate de manière alternée. Et la répartition des sièges se fait à la fin en tenant compte, j'abrège, en tenant compte de la participation électorale. C'est-à-dire que plus la participation est élevée dans un département, plus ce département va avoir de sièges, même si au total, le nombre de sièges, évidemment, ne change pas d'une élection à l'autre. Alors la comparaison avec le mode de scrutin d'élection des futurs conseillers territoriaux, malheureusement, ne gagne pas en simplicité. Alors c'est tout autre chose, puisqu'on aura un scrutin à 1 tour. L'actuel est à 2 tours. Alors un scrutin à 1 tour avec des conseillers territoriaux élus à 80% au scrutin majoritaire dans des cantons qui doivent être redécoupés et 20% qui sont élus sur des listes départementales. Alors je ne sais pas si j'entre dans le détail de la répartition des sièges, mais ces 20% seront attribués en fonction des voix obtenues par les candidats au scrutin majoritaire qui n'auront pas été élus. C'est un peu complexe, ça implique simplement que ces conseillers qui se présentent dans les cantons annoncent à l'avance qu'ils se rattachent à une liste, UMP, PS, etc. Alors, la différence majeure et qui est contestée, c'est évidemment le passage de 2 tours à 1 tour, qui a des conséquences politiques évidentes. Bon, très bien. Merci beaucoup. Alors, comme vous venez de le rappeler, effectivement, un nouvel acteur ou un acteur phare est créé. Donc, c'est ce fameux conseiller territorial, alors qui devrait à la fois finalement siéger au département et à la région, et donc remplacer les actuels conseillers généraux et régionaux. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus à leur sujet ? Alors, d'abord, les conseillers territoriaux, c'est le seul point de la réforme qui est voté actuellement.
Pour quelle raison? Parce qu'il était nécessaire de voter ce texte avant les élections régionales, de manière à pouvoir raccourcir le mandat, puisque ces élections, les premières élections de conseillers territoriaux doivent avoir lieu normalement en 2014, ce qui fait que les conseillers régionaux élus cette année ont un mandat de 4 ans, et les conseillers généraux qui seront élus l'année prochaine auront un mandat de 3 ans, de manière que tout coïncide en 2014. Alors, le but de la réforme, c'est de réduire le nombre d'élus locaux. À peu près de moitié, il y a environ 6 000 conseillers généraux et régionaux, et il y aurait 3 000 conseillers territoriaux. Ça peut être présenté comme une demi-mesure. En réalité, on le sait bien, en France, on a beaucoup de mal à supprimer des échelons. Donc on ne supprime pas, mais on réduit le nombre d'élus en permettant à ces conseillers territoriaux de siéger tantôt dans le département pour régler les affaires départementales, tantôt à la région pour régler les affaires régionales. D'accord. Bon. Alors, du coup, le président de la République a également rappelé que ce n'est la mort ni des départements ni des régions, comme vous le disiez, mais l'émergence d'un pôle région-département doté d'un outil commun. Alors, il y a eu la suppression de la taxe professionnelle, il est également attendu une clarification des compétences des différents acteurs, la création d'un statut de métropole ou encore l'achèvement et la rationalisation de l'intercommunalité. Alors, quels sont les autres apports de ces différentes réformes, selon vous, et pourrait-on quand même se diriger vers l'absorption par les régions des départements, même si, effectivement, le millefeuille territorial, comme certains le disent, doit être conservé? Alors, la réforme territoriale, tout le monde s'accorde sur sa nécessité, mais personne n'est d'accord sur ses modalités. Alors, les apports principaux, c'est évidemment, vous avez évoqué l'intercommunalité, l'élection au suffrage universel des conseils des établissements publics de coopération intercommunale. C'est une évolution majeure qui avait été retardée jusqu'ici parce qu'évidemment, elle va aboutir à terme à un affaiblissement des communes, des conseils municipaux qui étaient élus, enfin qui sont toujours élus au suffrage universel. Alors je ne vais pas entrer dans les modalités électorales, mais ce seraient des listes communes. On élira en même temps les conseillers municipaux et les conseillers communautaires, donc dans les intercommunalités. Donc c'est un premier rapport. Vous avez évoqué la création des métropoles. Alors effectivement, on créerait des métropoles pour des ensembles formant plus de 450 000 habitants. Et ces métropoles recevraient des compétences obligatoires et des compétences facultatives. Alors compétences obligatoires, les transports par exemple. Et les facultatives leur seraient données par les communes, par les départements, par les régions. Seraient créés aussi des pôles métropolitains, on en a moins parlé, c'est moins célèbre que les conseillers territoriaux, des pôles métropolitains qui seraient des établissements publics créés par les établissements publics de coopération intercommunale d'aujourd'hui, qui leur remettraient un certain nombre de compétences. En réalité, le sujet principal, l'intérêt principal de la réforme territoriale, c'est la clarification des compétences. Mais vous avez évoqué les 4 projets de loi et ça n'est dans aucun de ces 4 projets de loi. C'est un projet qui est annoncé pour un délai, enfin pour paraître dans un délai de 12 mois suivant la promulgation de la loi portant réforme des collectivités territoriales. L'esprit de la clarification, c'est le suivant. Normalement, une collectivité territoriale, une catégorie de collectivités territoriales aurait une compétence exclusive. Et chacune la sienne. Alors ça reste à définir naturellement. Et chacune des collectivités aurait également une capacité d'initiative. Alors c'est probablement la suite de ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérimentation, c'est-à-dire que la collectivité pourrait prendre l'initiative d'une compétence qui n'est pas actuellement prévue par les textes. Et s'il devait demeurer des compétences communes, la loi pourrait fixer un chef de file, déterminer un chef de file. Alors, évidemment, tout cela est très intéressant, mais très difficile à mettre en œuvre. Et je pense qu'une des premières difficultés, c'est un avis personnel, tient au fait qu'il existe en France un cumul des mandats. Et tant que les membres du Parlement, les députés, les sénateurs auront des mandats locaux, ils ont évidemment beaucoup de mal à supprimer des compétences des assemblées locales dans lesquelles ils siègent. Vous disiez, est-ce que c'est la mort à terme du département? À long terme, probablement. À long terme. Mais le département est une collectivité
qui est ancienne et à laquelle les citoyens sont relativement attachés. Ce qui fait qu'on ne peut avancer qu'en douceur, d'où cette création de conseillers territoriaux. D'accord. Bon, merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de nos 3 questions. Donc, monsieur, merci pour l'ensemble de ces éclaircissements qui auront permis, je pense, à nos auditeurs et internautes de pouvoir mieux appréhender cette réforme délicate, alors que certains qualifient de révolution conservatrice. Alors, est-ce que vous auriez envie de leur dire quelque chose? Révolution conservatrice. Alors, révolution conservatrice, je suppose que le terme est utilisé parce que la réforme est proposée par un président de la République qui émane de la droite, du parti de droite. En même temps, il y a un certain paradoxe dans les réformes des collectivités territoriales, parce que lorsque la loi du 2 mars 1982, qui est le premier grand acte de décentralisation de ces dernières années, est mise en œuvre, elle est mise en œuvre par un gouvernement de gauche et elle suscite l'opposition qui est alors l'opposition de droite. Et aujourd'hui, il y a un second grand acte mis en œuvre par un gouvernement de droite, l'opposition de gauche est contre. Donc je pense que à la sortie, on aura une réforme qui devrait satisfaire tout le monde. Bon, eh bien, c'est une bonne nouvelle alors. Espérons-le. Monsieur Mercier, merci encore d'être venu sur notre plateau. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview juridique. Et bien d'ici là, laissez libre cours à votre curiosité.